Nous sommes vendredi, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Grand Rendez-vous. Bienvenue dans votre émission Jeunesse oblige, la tribune d'expression libre des jeunes et adolescents de nos lycées et collèges. Pourquoi tu penses qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs? Avant de marier une personne, il faut d'abord la connaître. Et ce n'est pas à la veille de votre mariage que vous allez connaître la personne. Mon petit ami, j'aimerais le choisir par son teint. Parce que j'aime les hommes de teint clair. Lorsque le sexe et les études sont en conflit, le sexe gagne toujours. Lorsqu'il y a un élève qui utilise le téléphone portable en plein cours, il n'est pas concentré sur le cours, mais il est concentré plutôt sur le téléphone portable. Face au téléphone portable, je demande aux parents d'être exigeants parce que le téléphone est chronophage. C'est une belle émission que vous aurez du plaisir à découvrir sur les écrans de BB24 à partir de ce soir. Vendredi ce soir donc à partir de 20h30. Prenez donc le rendez-vous de Jeunesse oblige. Et ce soir, grand rendez-vous sera aux couleurs de la Tabaski pour annoncer la fête de ce dimanche. Oui, elle aura lieu quelle que soit la mine du mouton. Mais Nature et Bien-être va s'intéresser aux effets de l'abattage et du traitement des moutons sur l'environnement. Comment abattons les animaux? Où vont leurs déchets? Nous recevrons à cet effet un activiste de l'environnement pour en parler. Notre expert de ce soir, lui, il est nutritionniste. Avec lui, nous allons aborder le volet santé de la fête. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à cette fête, on mange beaucoup et surtout de la viande de mouton. Comment manger pour ne pas se retrouver à l'hôpital après? Eh bien, vous aurez quelques conseils de sa part. La fête se traduit aussi par l'habillement. À Tabaski, on porte généralement du basin. Pourquoi et quels sont les modèles, quelles sont les tendances à la mode? Oslo Nassi Adjakidja, il est styliste, il sera notre invité. Et Horizon Culture nous emmènera à la découverte du Fuji, un rythme particulier de réjouissance, surtout lors des fêtes musulmanes. Eh bien, nous avons notre invité qui va nous en parler. Et à 19h45, mesdames et messieurs, nous avons rendez-vous avec le service de l'information où nous attend déjà Ulvaeus Balogun qui s'est très bien habillé ce soir, certainement déjà pour annoncer les couleurs de la Tabaski. Bonsoir Ulvaeus Balogun. Bonsoir Roch Akwaïnou. La Tabaski s'annonce apparemment très bien de votre côté. Absolument, hein, 48 heures à l'avance, on est déjà dans la fête. J'espère que vous avez prévu de tuer un mouton. Ah oui, j'ai un gros bélier qui m'attend à la maison. D'accord. N'oubliez pas surtout de nous inviter, Ulvaeus. Mais avant, vous allez nous décliner un peu les grands as de votre présentation de ce soir. Y a-t-il la Tabaski au menu de votre journal? Eh bien, ce soir, vous ne le savez peut-être pas, mais l'eau conditionnée que nous buvons très souvent n'est pas produite dans les conditions optimales de sécurité. Bien qu'elle étanche la soif, elle serait mauvaise pour la santé et appelle à de meilleures conditions de production. Et par ailleurs, on parlera de ce genre journalistique qui se caractérise par la durée de travail sur un même sujet et par des recherches approfondies. On parle là du journalisme d'investigation qui se pratique très peu au Bénin. Et enfin, nous parlerons de cet art martial d'origine afro-brésilienne qui aurait ses racines dans les techniques de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Petit indice, on parle de la capoeira. Voilà, merci donc. C'est des éléments intéressants dont vous allez nous parler dans le développement du journal de ce soir. Merci à vous, Ulvaeus, chers téléspectateurs. Le rendez-vous, c'est à 19h45 pile. Nous allons juste après Ulvaeus installer le plateau de Nature et Bien-être. Sans mouton, il n'y a pas Tabaski, dit-on, raison pour laquelle les fidèles musulmans en achètent, les immolent en sacrifice à Allah. Et à cet effet, Patrick Adjagodjou a réalisé ce reportage que je vous invite à suivre. Des moutons, il en existe en quantité suffisante
pour célébrer la fête de la Tabaski. Il faut faire le choix de sa bête. Donc, une bête en forme, parce que lorsqu'on veut offrir à Dieu, on offre ce qui est bien, parce que Dieu nous fait beaucoup de bien également. Au marché à bétail du quartier Vaudjet, les vendeurs font de bonnes affaires. J'ai vendu beaucoup. Un seul mouton, il y a combien? Bon, un seul mouton, il y a un mouton pour 40 000. Il y a un mouton pour 50 000, il y a pour 35 000 aussi. Il n'y a pas mouton pour 20 000, 15 000? Il n'y a pas mouton 15 000, il n'y a pas mouton 20 000. Les enclos sont garnis de moutons. Ils ont dépayé 80, ils ont dit depuis 75, les deux, là, 120 000, 150 000 plutôt. C'est beaucoup pour toi? On est obligé de tuer. Comme c'est la fête, une fois en passant. Mais vous faites sortir l'argent, on va voir. Alors on n'a pas fini d'abord. Si on finit, on va payer. L'immolation de la bête, c'est pour ceux qui en ont les moyens. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, ce n'est pas du tout une obligation. Il n'y a pas de contrainte à l'islam. C'est dit clairement dans le Saint-Coran. Tout tient compte de nos conditions, de nos moyens, de nos possibilités, de nos capacités. Bonne fête donc à tous ceux qui passeront au marché à bétail pour s'offrir un mouton, qu'Allah reçoive aussi les prières de tous les musulmans. Amin, Patrick Adjagojo, qu'Allah reçoive les prières de tous les musulmans. Nous avons sur ce plateau, vous êtes certainement musulman. Oui, justement. Vous vous appelez Ismaïla Mama. Oui, vous êtes musulman. Activiste pour l'environnement. Oui. Vous êtes musulman. Musulman. Vous êtes le profil adéquat pour parler justement de ce sujet. Vous avez eu déjà à abattre un mouton à l'occasion de la fête de la Tabaski. C'est normal. Alors, dites-nous, dans quelles conditions se fait souvent l'abattage des moutons à la fête de la Tabaski? Ok, bon, déjà, la fête de Tabaski, c'est déjà une fête familiale déjà. Oui. Et vous savez, quand pas d'abattage de moutons, c'est souvent pas un, c'est souvent pas deux dans une famille. C'est beaucoup de moutons. C'est beaucoup de moutons, oui. Voilà. Donc, moi qui suis devant vous, j'ai l'habitude de travailler 3 moutons en quelques heures. C'est devenu une habitude, quoi, quand tu es musulman comme moi. Vous l'avez appris quand vous étiez tout petit? Tout petit, voilà, on grandit avec. Oui. Voilà. Et lorsque vous abattez les animaux, d'abord, vous les amenez dans un abattoir professionnel pour le faire, ou bien c'est vous-même qui mettez le couteau et puis... Non, là, ça, ce sont les grandes personnes de la famille qui s'en chargent. On choisit parmi la famille une personne qui est plus... bon, qu'on peut considérer comme une alpha. Oh, okay. Donc, parce qu'avant d'immoler le mouton, il y a des prières à faire. Donc lui, il peut se charger d'immoler tous les moutons, j'allais dire, oui. De tous ceux qui sont dans la famille. Maintenant, après ça, il faut travailler les moutons. C'est là le vrai travail. Voilà. Et pour justement immoler les moutons, comment cela se fait? Souvent, on constate que juste après la fête de la Tabaski, il y a du sang un peu partout. Voilà. C'est pas très hygiénique. Du tout pas. Du tout pas. Lors des fêtes de Tabaski, nous avons 3 types de pollution auxquelles on doit faire beaucoup attention. Lesquelles? Sinon, ça va se décupler. D'accord. Nous avons déjà la pollution liée déjà à tous les déchets. Vous savez, le mouton, il y a déjà la peau du mouton. Oui. Il y en a par exemple qui, parce que peut-être ils n'ont pas le temps ou bien je ne sais pas quelle raison, ils envoient le mouton au niveau de Zongo, sur la clôture de Zongo, là où il y a l'école primaire. Et les jeunes qui sont là, eux, ils se chargent de brûler carrément le mouton pour enlever les poils avec du pneu. Oui. Du pneu. Voilà, des pneus. Et puis ça, c'est dangereux pour la nature, très dangereux. Non, d'abord, en dehors du danger que cela représente pour la nature, oui. Lorsqu'on prépare quelque chose avec du pneu, que vous allez consommer, bon, en fait, il ne peut pas ça. Vous ingurgitez des produits cancérigènes. Voilà, il ne peut pas ça avec le pneu, mais quand même, ils essaient d'enlever les oui. poils de l'animal avec le feu du pneu. Oui. Ouais, donc, toute cette fumée-là. Déjà sur la viande elle-même. Est-ce que c'est à défaut d'avoir des fagots de bois ou bien pourquoi le font-ils? Non, il y a des techniques écologiques pour pouvoir traiter ça. Vous voyez, par exemple, moi... C'est parce que le pneu accélère rapidement. Rapidement. Et qu'on appelle la brûlure de la peau. Okay. Donc, on enlève déjà les poils et maintenant, c'est la peau elle-même qui est là. Sinon, il y a aussi nos techniques écologiques, 2 techniques écologiques qu'on peut utiliser aussi. C'est d'utiliser la lame. Okay. Déjà, on savonne tout le mouton, oui. Et puis maintenant on prend la lame et on enlève les poils. Ou encore, moi, ce que je fais d'habitude, c'est quoi? C'est qu'on enlève carrément la peau avec le couteau.
C'est très rapide. En quelques minutes, vous avez déjà fini. Et puis maintenant, la peau peut se vendre. Pour ceux qui font la tannerie, la peau, le cuir, voilà. Ça, c'est plus hygiénique et c'est plus, comment on appelle, respectueux de l'environnement. Mais ce qui se fait là-bas, ce n'est pas bien. C'est très dangereux. Quel est l'effet justement sur l'environnement? Voilà, déjà, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la fumée du pneu, déjà, le pneu, c'est fait en plastique. Vous voyez, même pour ceux eux-mêmes qui sont dans l'environnement, c'est pas bien pour eux déjà. Et maintenant, pour la couche de zone, c'est encore autre chose. On ne va pas rentrer dans les thèmes techniques pour ne pas faire longtemps. Du coup, voilà, la fumée est nocive pour l'environnement, surtout celle du pneu. Mais est-ce que ceux qui en font usage le savent? Non, ils ne le savent pas. Vous êtes musulmans, oui. ce sont des vôtres. Est-ce que vous les sensibilisez? On essaie de le faire, même si des fois on nous trouve tellement bizarre. Vous savez, nous qui sommes activistes écologiques, on n'est pas vraiment bien compris parce qu'on se dit, mais ceux-là, c'est comme s'ils sont d'un autre monde, quoi. Donc quand tu viens avec certains discours vers ceux-là, et ils ne peuvent pas ça vite, mais avec le temps, ça va prendre. Ça veut dire qu'à cette fête-là encore, on va voir des gens qui vont brûler des pneus bien sûr. Pour pouvoir... bien sûr. Et j'en appelle à la police républicaine de faire un tour au niveau de Zongo sur la clôture pour interdire ce genre de trucs. Parce que nous, ça nous interpelle. Nous sommes dans le pays, on doit attirer l'attention des autorités sur ces comportements. Absolument. Voilà. Ça fait plaisir que ce soit un musulman qui en parle, parce que ce sont des comportements qui n'encouragent pas la promotion de l'environnement. Voilà. Mais en dehors du fait que ceux-là utilisent les pneus pour brûler la peau des moutons, quel autre comportement Voilà. Et un autre comportement qu'on doit avoir, c'est quoi? C'est que pour nous qui sommes à la maison, pour nous qui travaillons nos moutons à la maison, je vais nous conseiller d'avoir deux trous. Deux trous. Le premier trou va servir à récupérer l'eau qui a servi à laver toute la viande dans un autre trou. Et le second trou servira à mettre dedans tout ce qui est solide. C'est-à-dire les entrailles du mouton qu'on ne veut pas manger, on les met dedans. Pourquoi? Parce que je dirais même 3 trous. Parce qu'il faut un autre trou pour recueillir le sang. Oui, bon, pour le sang, c'est même commun déjà. Okay. Bon, on peut déjà l'utiliser avec même l'eau parce que qu'est-ce qui se passe souvent? Quand on met les entrailles et l'eau en même temps dans le même trou, les entrailles remontent à la surface. Et qu'est-ce qu'on se dit souvent? On se dit, bon, puisque ce n'est pas encore descendu, nous allons attendre un peu que ça descende avant de couvrir le trou. Donc le trou est là, bien. Et les mouches viennent se poser là-dessus, volent encore et vont se poser sur les repas. Et pendant ce temps, les enfants mangent. Et quand les enfants mangent, bienvenue la diarrhée. La diarrhée et autres. Et vous savez, l'une des valeurs de l'islam, c'est le respect du voisinage. Vous savez, donc du coup, et le simple fait déjà de laisser le trou là béant, il y a aussi des senteurs, de mauvais senteurs qui sont là. Et puis, ça indispose les voisins. Donc, ouais, donc c'est déjà aussi une autre forme de pollution. Maintenant, je vais aussi en venir au partage. Vous savez, la fête de El Kabir, l'Aïd El Kabir, c'est une fête de partage et de pardon. Lors du partage de la viande, vous savez, les gens ont acheté beaucoup de sachets maintenant. Beaucoup de sachets, beaucoup de sacs plastiques. Oui, effectivement. C'est dans ces sachets-là qu'il faut répartir les viandes là. À partager à nos amis. Et la viande que vous allez m'envoyer, ce sera dans un sachet ou bien? Du tout pas, impossible. Ah bon? Impossible. Ce sera dans quoi? Ce sera soit dans un papier ciment et que je peux peut-être mettre dans un sac, le sac que les Chinois vendent là, à 50 francs, à 100 francs, bien joli, que je vais vous envoyer. Et l'autre possibilité aussi. Je prends les téléspectateurs à témoin. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Oui. C'est promis. Donc, l'autre possibilité aussi, c'est de mettre cette viande dans une feuille de teck et de mettre maintenant le tout dans le sac bien joli. Mais nous n'avons pas assez de feuilles de teck à Cotonou. À Cotonou, bien sûr. On n'en a pas, mais on a quand même les papiers de ciment, par exemple. Oui. Tout fait pour éviter les sachets. Parce que imaginez-vous, si vous avez 10 personnes à qui vous devez envoyer de la viande, nous on en a plus, on a peut-être 30 personnes à qui on doit envoyer de la viande. Mais on a aujourd'hui des sachets biodégradables. Non, non. On peut aller à ces sachets là. Non, il n'y a aucun sachet qui soit biodégradable au Bénin actuellement. Attention, bien sûr. On en fait la promotion aujourd'hui. Je vous exhorte à m'inviter une autre fois pour une émission spéciale pour ça. Nous avons des oxos, des oxos dégradables au Bénin. Ce n'est pas des biodégradables, c'est deux choses différentes. Ah bon? Bien sûr. Voilà. Donc du coup, revenons à nos habitudes anciennes
de papier ciment avec un joli sac parce que c'est un cadeau, c'est un présent que tu veux donner aux autres. Voilà, donc dans un sac bien joli et tu envoies le cadeau à ton ami. Il sera très content. Vous voyez? Et l'autre chose aussi, c'est quoi? C'est de consommer de la sucrerie dans des bouteilles réutilisables. Je n'ai pas dit recyclables, réutilisables. C'est un peu comme les bouteilles en verre. Et aussi éviter les pailles. Les pailles, c'est ce que nous on appelle ici au Bénin pipettes. Les pipettes, voilà. la paille. Voilà. Donc du coup, évitons aussi ça. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est au niveau de la pollution sonore. Vous savez, le jour de la Eid el-Kébir, on a des évocations. Des évocations. Et ces évocations doivent se faire à voix basse. Tout à fait. On ne doit pas se déranger. Pour le respect du voisinage. Voilà, parce que sinon, on risque d'aller dans la pollution sonore. Aussi la musique. Les jeunes, vous mettez la musique, mais à volume bas pour respecter les voisins. D'accord. Voilà. Alors, pour résumer, parce qu'il ne nous reste pratiquement qu'une minute 30 secondes, vous allez faire... Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, on a beaucoup de choses à dire. Vous allez résumer justement en une minute tout ce que vous avez dit pour que les musulmans, les fidèles musulmans, que nous aimons beaucoup et qui nous suivent actuellement, puissent mettre en pratique le jour de la Tabaski pour ne pas rendre vulnérable l'environnement. Voilà. Donc, déjà, une première fois, c'est d'avoir 2 trous. Un premier tour pour tout ce qu'on a dit déjà et le second tour pour l'autre. Et l'autre chose aussi, c'est d'éviter tout ce qui est, qu'on appelle, excès. Parce que l'islam dit l'excès est un péché. Donc, l'excès est synonyme aussi de gaspillage. Et dès qu'il y a gaspillage, il y a forcément des déchets, beaucoup plus de déchets à gérer, ce qui est compliqué pour l'environnement. Vous voyez? Donc, si tous ces principes sont respectés, je pense que la fête sera très belle. Absolument. Et la fête, elle sera très belle. Merci d'être passé dans cette émission. Ismaïla c'est un grand plaisir pour moi. Mama, je rappelle que vous êtes un activiste écologiste. Vous avez donné assez de conseils aux fidèles musulmans pour qu'ils ne salissent pas l'environnement. L'environnement dans lequel nous vivons, il faut le protéger, il faut le rendre vraiment sain. Merci à vous. Et puisque c'est une émission aux couleurs de la Tabaski, eh bien, nous allons parler de comment s'habiller à la fête de Tabaski. Et oui, on installe le plateau de beauté au pluriel. Lors de la fête de la Tabaski, on constate que les fidèles musulmans se mettent souvent en basin. Mais quels sont justement les types de tenues qu'il faut mettre à cette occasion? Quelles sont les tendances qu'il faut avoir en matière de vêtements lors de la Tabaski? Eh bien, Jennifer Sativi est allée dans la rue des Brodeurs pour voir comment les musulmans préparent la fête à travers les vêtements qu'ils se font confectionner. Cotonou, rue des Brodeurs. Comme à l'accoutumée, ces ouvriers se livrent à leurs tâches quotidiennes, la transformation des tissus en de véritables tenues prêtes à porter. Ici, l'amour du métier est le leitmotiv. Nous, on a été passionnés de ce métier, c'est pourquoi on a intégré à l'intérêt d'elle. Et bien vrai que bon, ça s'est bien démarré, ça a donné effectivement... On fait ça par amour, puisque c'est un métier d'harmonie. Moi, j'ai été formé en Côte d'Ivoire, précisément. J'ai eu mon diplôme depuis 2004. Avec mon patron, on a 8 ans déjà ensemble. Nous faisons la broderie, hommes, femmes, enfants. Les couturiers et brodeurs de cette rue ont du cœur à l'ouvrage. Ils ont réussi à se faire une grande renommée. Ils reçoivent alors des commandes aussi bien des Béninois que des étrangers. Je suis venu commander le tissu, couture bazin, oui, et avec les broderies. C'est ça que j'aime. Je pense qu'ils travaillent très bien et moi, personnellement, je préfère remettre mes tenues, mes pagnes à des Sénégalais plutôt. Parce que côté broderie, ils sont plus forts. On a des clients aussi qui quittent au Cameroun, Congo, bon, partout. Et pourtant, dans la rue des Brodeurs, l'offre est supérieure à la demande. La mévente s'installe, ces couturiers se plaignent beaucoup. Aujourd'hui, une personne qui sort de la maison, qui vient pour travailler, qui peut faire un mois sans coudre même un seul habit pour dire il va vendre, c'est pas facile. Souvent il y a des arriérés qui montent sur nous, bon, on essaie de faire. Et maintenant ici, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de clients. On est là, on doit regarder tous les machines, il n'y a même pas un seul brodeur. On trouve seulement que ce qu'on va manger. Le patron, il ne gagne que 500 000 francs.
tu payes les fils collants, payer tailleur qui va couper, enlever l'argent des bazins, l'argent des fils, payer celui qui va faire la broderie. Tu vas voir quel bénéfice là. Par mois, bénéfice que le patron peut gagner. Je peux gagner au moins 100 000. Les brodeurs souhaitent plus d'affluence et une révision à la baisse de leurs impôts afin de mieux s'en sortir. Et oui, merci à vous, Jennifer Esmeralda Sativi. Vous nous avez amenés dans la rue des brodeurs. Nous avons vu un peu comment ça se prépare cette fête, et pour parler justement des bazins, puisque nous en avons vu confectionner. Eh bien, nous avons sur ce plateau Oslo Nassi Ajakidje. Il est styliste, grand styliste. Bonsoir Oslo. Bonsoir Roch. La pleine forme? Oui, ça va. Vous êtes très bien habillé. Merci. Ah oui, ça se voit que vous êtes vraiment un grand styliste. Bon, on essaie. Merci à vous. Oui, vous êtes en bazin. Ah oui, puisqu'il s'agit du bazin. Oui, contrairement à moi, puisqu'il s'agit du bazin, nous parlons du bazin. Bonsoir Fulgencia Rontonji. Bonsoir Roch. Oui. Ajoutez Bido Ceci. Ah. Puisque vous lisez. Oui, autant pour moi. Je reprends Fulgencia Bido Ceci Rontonji, bonsoir. Bonsoir Roch. Eh bien, nous parlons du bazin et puis des autres modèles que l'on porte souvent à la fête de la Tabaski. Nous avons en face de nous le grand styliste. Oui, il ne nous dira pas le contraire. Bonsoir, monsieur le styliste. Bonsoir. Alors, vous convenez avec moi que le bazin est le tissu des grandes occasions telles que la Tabaski? Tout à fait. Pour la communauté musulmane, le bazin est l'un des tissus très prisés pour leurs grandes manifestations, pour la plupart. Voilà. Alors, donnez-nous les tendances du moment, puisque c'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, contrairement à il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, je crois que la confection du bazin est en train d'évoluer. Avant, c'était les grands boubous avec des broderies et tout, mais aujourd'hui, avec le bazin, les clients deviennent de plus en plus exigeants et ils nous commandent un peu de tout avec. On peut même faire des costumes, des robes taille princesse, jupes, héros, tout ce que vous voulez, des tenues good luck, décorées avec les bazins. Ah bon. Décorées de 1000 manières. Oh. Mais vous avez parlé de vestes avec du bazin, j'en ai jamais vu. Bien sûr, j'en ai fait. J'en ai fait, oui. Ce client-là a osé, ressemble. Mais c'est bon, j'en ai fait. Vous avez parlé tout à l'heure des tenues good luck, donc on pouvait faire ce que Roch a mis là. Je voudrais qu'on zoome sur lui. Oui. C'est comme sa tenue là. Bien évidemment, actuellement c'est très tendance, surtout avec les bazins. Moi en ce moment j'en fais tellement, puisque la fête s'approche. J'en ai plein dans mon atelier, et décoré avec des petits boutons communément appelés kobi-kobi dans notre jargon. C'est très prisé actuellement. Oui. Donc les boutons qu'on a là, c'est les kobi-kobi on appelle. Oui, on les appelle kobi-kobi. Ah bon, je viens d'apprendre quelque chose. Je les ai mis, mais je ne sais pas comment on les appelle. Ah ben c'est normal. D'accord. Pas dans votre rôle. Alors pour les dames alors, quelles sont les tendances aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement de la robe? On peut faire juste une robe ou on peut penser à tout? Mais déjà, regardez vous-même ce que vous avez fait. Vous avez fait une création, si on ne regarde pas bien, on va penser que c'est un agbada. Justement, je m'apprêtais à vous poser la question. On dirait elle a mis 3 pièces. Exactement. Donc, ça fait partie des tendances actuelles. Ah ouais. Voilà. Et là, il faut ajouter, il y a aussi les broderies. On évolue aujourd'hui, il y a plusieurs types de broderies aujourd'hui. Oui. Ça change aussi beaucoup à ce niveau. Nous avons plusieurs types de broderies. Il y a les broderies à la main, fait avec les points de couture. Il y a les broderies, les petits qu'on appelle petits fils, gros fils et puis phoenix. Donc on a plusieurs sortes de broderies aujourd'hui. Alors est-ce que sans broderie, on reconnaît la valeur du bazin? Depuis l'origine, c'est vrai qu'à l'origine, sans broderie, le bazin n'est pas vraiment valorisé. Mais aujourd'hui, en tant que créateur de mode, nous essayons de valoriser le bazin sans verser dans ce qu'on voit tout le temps. Moi, je décore les bazins que les clients m'envoient sans mettre de broderie, eux-mêmes écrits. Ah bon. On n'a pas forcément besoin de broderie, mais c'est vrai que traditionnellement, la broderie va avec le bazin. Quand un client vient chez toi avec le bazin directement, il s'attend
à ce que vous lui fassiez une broderie. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut que ça soit une broderie. Mais moi, je les étonne souvent. Parfois, ça les choque, mais quand ils portent, c'est très agréable. Donc aujourd'hui, on constate que les clients osent. Oui, ils osent sortent beaucoup. de l'ordinaire. Exactement, exactement. La mode a vraiment pris au Bénin et en Afrique. Et vous, vous êtes styliste. Est-ce que vous arrivez à distinguer le faux du vrai? Parce que lorsqu'on parle du bazin, on dit bazin 3 étoiles, 5 étoiles, mais bon, on ne sait plus trop. Oui, on essaye vaille que vaille. Nous ne pouvons pas prétendre être vraiment des spécialistes du bazin, mais au toucher, on essaie quand même de déterminer, parce que le vrai bazin, c'est en fait du coton 100%, mais fin. D'accord, et qui prend facilement la teinture. On en voit qui brille, et on dit souvent que c'est du bazin riche. Est-ce que c'est ça la meilleure qualité? Pas forcément, tout ce qui brille n'est pas de l'or, d'accord. Tout ce que vous voyez comme bazin aujourd'hui sur le marché brille tous, d'accord. Le vrai bazin à l'origine, c'est ce tissu fait avec du coton pur, semi-lourd, qu'on teinte et après qu'on tape. Et puis après avoir tapé, ça sort la brillance et c'est là on dit oui, c'est un bazin riche. D'accord. C'est vrai qu'à la fête de la Tabaski, vous l'avez confirmé, hein, on porte beaucoup plus le bazin, mais il y a également d'autres tenues que l'on porte. Nous avons vu tout à l'heure sur l'écran, je vais peut-être demander à mon réalisateur du jour, Janvier Tonon, de nous envoyer encore ces images. Vous allez voir quelles sont aujourd'hui les autres tendances de mode à part le bazin et ces modes. Le good luck est beaucoup prisé. Good luck, vous savez pourquoi? Ce que nous avons à l'antenne, bon, l'image est partie. Oui, ça va revenir tout à l'heure certainement. Oui, allez-y, le good luck est beaucoup très prisé aujourd'hui. Vous voyez ce que vous avez porté, c'est un des modèles de good luck. Décoré légèrement, qu'on peut aussi broder légèrement, et puis ça passe. Aujourd'hui, les clients viennent beaucoup plus pour ça. D'accord, c'est la mode. C'est vrai que traditionnellement, ils sont tenus par l'effet bazin, mais ils jettent de temps en temps le good luck dedans. Regardez ça par exemple. Oui. C'est très beau. C'est très beau. C'est bien. C'est les démembrements du good luck, si je peux m'exprimer ainsi. Mais là, c'est du bazin. Ouais. C'est du bazin. Mais avec un autre tissu, on peut également réaliser ce bien ce sûr, modèle. avec un tissu pantalon super 100, vous pouvez le faire. Avec notre tissu paille, on peut aussi le faire. Voilà. Ça, c'est très important. Et vous, généralement, quels sont les types de modèles que vous proposez à vos clients, surtout pour cette fête? Je suppose que quelqu'un vienne vous voir dans votre atelier et vous dit « J'ai déjà trop porté de bazin lors de la fête de la Tabaski, je veux porter quelque chose d'autre que ce que j'ai l'habitude de porter. » Moi, je suis très, très créatif. D'accord? Donc, quand on vient chez moi systématiquement, si on me confie, on se confie à moi, corps et âme. Vous relookez. Je relook carrément et totalement. J'aime pas faire quelque chose pour qu'on confonde avec la création de quelqu'un d'autre pour dire bon, c'est ce qu'on voit tout le temps. Si vous passez chez moi, je change totalement. Je donne l'occasion à la personne de s'offrir une nouvelle peau. Donc il y a tellement de choses, c'est en fonction du bazin, ce que ça me donne, en fonction des motifs de ce bazin, de la couleur, que ça amène ce qui va aller avec. Et en fonction de la corpulence de la personne aussi. Hein? Bien évidemment, si la personne est un peu ventrue, on regarde dedans, on voit ce qui va correspondre. Si la personne n'a pas du tout, si la personne est corpulente ou a un problème, un petit défaut, on étudie la morphologie surtout avant de s'y mettre. Alors moi j'ai une question, revenons au bazin. Est-ce qu'il faut nécessairement aller au Sénégal pour avoir le vrai bazin? Est-ce que le vrai bazin est forcément au Sénégal? Je dirais non. Beaucoup disent que le vrai bazin se retrouve au Mali. Je dirais peut-être oui, parce que le premier importateur à envoyer le bazin en Afrique, c'est un Malien. C'est au cours d'une tournée en Europe qu'il a découvert le bazin et puis il a demandé à ce qu'on améliore mieux et puis il l'a ramené au pays. Donc au Sénégal comme au Mali, vous allez avoir de la qualité, mais vous aurez aussi la chinoiserie à côté. Merci beaucoup, merci à
à vous, Oslo Nassia Diakye. Vous êtes créateur de mode. Merci d'être passé dans cette émission. Nous parler du tissu basin, des différents modèles qu'il faut confectionner avec le basin. Merci à vous aussi. Merci, Roch. Fulgencia, on se donne rendez-vous tout à l'heure, non, pour la fête. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. La fête se poursuit. Et puisque je vous le disais, nous allons maintenant recevoir un artiste qui va aussi nous parler de ce rythme, le Fuji. Je parie que vous ne le connaissez pas tellement, ce rythme. Eh bien, on installe Horizon Culture. Oui, ce soir, nous allons découvrir le rythme Fuji, un rythme qu'on dit particulier. C'est quoi concrètement le Fuji? Quelles sont ses spécificités, ses particularités? Eh bien, regardez d'abord ceci. Oh, c'est tellement dansant avec le talking drum, surtout lorsqu'on voit des femmes taper ce tam-tam, eh bien ça nous rappelle notre petite enfance. Nous sommes là pour parler du Fuji. Notre invité, il s'installe déjà avec son instrument de musique qu'il va jouer également sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous présenter, bien sûr, Monsieur Kamaru Hadji. Oui, bonjour, bonsoir. Vous êtes artiste musicien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Oui, Jennifer Esmeralda Sativi, bonsoir. Bonsoir Aurélien Akwenyi. Oui, nous parlons du Fuji, nous allons à sa découverte avec notre artiste. Justement, on se rend compte qu'en période de fête, c'est un rythme qui se joue beaucoup. Oui. Et on le remarque surtout chez les Yoruba, qui sont en fête et qui fêtent la Tabaski. Nous sommes pratiquement à la veille, donc on en parle avec un musicien qui le fait depuis de très nombreuses années. Je suis tentée de vous demander depuis combien de temps? On a commencé depuis 87. 87? Oui. Wow. On a commencé. Dis donc. Oui. Ça fait beaucoup, hein? Ah oui, oui. C'est par héritage ou bien c'est culturel? Bon, c'est culturel, hein. Bon, par héritage aussi, hein, parce qu'on est né dedans. Parce que je suis Adjara, oui, village Adjara. Et puis, bon, on est né dedans. C'est ça. Alors, c'est quoi concrètement le Fuji? Le Fuji, bon, c'est un rythme d'ambiance. S'il y a la fête. De réjouissance. Réjouissance. Oui. Mariage. Baptême. Le baptême, ouverture de la maison. Oui. Là, qu'il y a l'ambiance, le Fuji, elle est là pour donner le groupe, pour faire l'ambiance. Pour donner l'ambiance. Oui. D'accord. Donc, et à part l'ambiance, c'est pas joué au deuil et autres, par exemple? Non, au deuil, ça se joue au deuil. Il y en a au deuil, pas au deuil. Parce que le deuil pour les personnes âgées. Les personnes âgées, voilà, ça se passe. Ok. Mais ça ne se passe pas dans les couvents de fétiche. Ok. Oui. Ah, on ne joue pas ça dans les couvents de fétiche? Non, on joue ça dans les couvents de fétiche, mais le rythme Fuji ne se joue pas dans les couvents. Ah bon? Oui. Mais souvent, chez les Egungun, ils adaptent pour faire l'ambiance. Ouais. Mais le vrai pour jouer, le vrai pour le couvent, si ça, il y en a des tam-tams qu'on joue au couvent. Ok. Et il n'y a pas de ce qu'on joue
Mais pourquoi on ne doit pas jouer le Fuji au couvent? Mais le Fuji, ce n'est pas un rythme de couvent, tu sais. Le couvent, il y a certains rythmes qui vont là-bas. Ok, d'accord. D'accord, donc justement, pendant les fêtes religieuses, pourquoi on joue au Fuji? Est-ce que c'est parce que c'est la réjouissance? Non, on joue au Fuji pour l'ambiance, pour fêter, pour donner ce que Dieu a fait à la personne. Mais on a constaté que c'est surtout à la fête de la Tabaski que vous jouez souvent au Fuji. Oui, oui. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce que cela symbolise à l'occasion de cette fête-là? À l'occasion de cette fête, vous savez que vous avez notre Abraham. Abraham, c'est lui que Dieu l'a envoyé. L'a envoyé un bélier, oui, à la place de son fils. Vous voyez, avec tout cela, vous voyez, c'est quelque chose qu'on doit ambiancer, ce n'est pas quelque chose à la deuil. C'est un grand événement, un événement de joie. Parce qu'on devrait tuer un être humain. Mais Allah a dit non, il ne faut pas tuer cet être humain. Je t'envoie un bélier qu'il faut immoler en sacrifice. Voilà. Laisse l'enfant vivre. À son retour à la maison, c'est la joie. Je n'ai plus tué mon fils. Voilà. Donc il faut fêter. Et pour ça, il faut fêter. Il faut fêter. Oui. Voilà. Généralement, quand on vous invite pour danser, pour taper ou bien jouer le Fuji, comment vous y prenez? Vous allez en singleton ou bien vous allez en groupe? Parce qu'on a vu dans les images tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient ensemble. C'est toujours en groupe. Toujours en groupe. Toujours en groupe. Parce donc, un individu ne peut pas se rentrer quelque part et dire qu'il est en train de jouer au Fuji. Il peut jouer, mais ça ne peut pas faire sortir quelque chose qui peut... Il peut faire, Oui, vous allez nous faire ça tout à l'heure. Je vous vois en train d'ajuster votre instrument. Vous allez nous gratifier du Fuji naturel tout à l'heure sur ce plateau. L'autre chose, Rock, c'est que je remarque parfois que pendant ce rythme Fuji, surtout à la Tabaski, il y a des sourates qui se glissent dedans. Des versets coraniques, si je puis appeler ça comme ça. Donc, est-ce que c'est un rythme uniquement pour la communauté musulmane? Non. D'accord. Mais qu'est-ce qui explique alors le fait qu'on mette des sourates dedans? Si on met les sourates, pour moi, les sourates dedans, c'est que si tu es quelqu'un qui a fait école islamique, et tu connais au moins quelques versets coraniques, quand tu peux mettre dedans. D'accord, donc même un chrétien peut le jouer. Oui, un chrétien joue. Il y a des chrétiens qui jouent. Donc c'est un rythme qui s'adapte à toutes les communautés. Oui, il s'adapte à toutes les communautés. C'est pas propre à la religion musulmane. Non, ce n'est pas propre à la religion. Oui. Le Fuji doit avoir ses particularités. Vous nous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas un rythme qui se joue au couvent. Oui. Alors, quelles sont ces autres particularités? Pour jouer le Fuji, oui, il y a beaucoup de particularités qu'on peut jouer. Oui, comme cérémonie, comme on fait, cérémonie de mariage, l'ouverture de la maison. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas appris à jouer au Fuji, est-ce que, par exemple, avec votre talking drum que vous avez avec vous, moi qui n'ai pas appris à jouer, est-ce que je peux me mettre à taper là-dedans? Est-ce que c'est facile à jouer? Je peux dire que c'est facile, mais ce n'est pas facile. C'est facile, mais ce n'est pas facile. C'est facile, parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu aimes la chose d'abord et apprendre. Alors, puisque vous avez appris ça, vous avez commencé à jouer ça depuis votre enfance, pratiquement, depuis 87, vous avez commencé à jouer. Vous nous redonner quelque chose tout à l'heure sur ce plateau en live pour nous faire vivre les bienfaits de réjouissance du Fuji. Comme si c'était la Tabaski. Oui, comme si c'est la Tabaski. Allez-y. Oui.
dans ce studio. C'est tellement bien. Mais là, on dirait que c'est le bon. J'ai constaté tout le monde dans ce studio en train de danser. Nous célébrons déjà la tabaski sur ce plateau. Franchement, c'est formidable. Je vous félicite, je vous félicite. C'était tellement dansant. Mais est-ce que c'est un rythme originaire du Bénin? Quelle est son origine? L'origine du Fuji, c'est Nigeria. Le Nigeria, ça provient du Nigeria. Oui, et les Béninois l'ont adopté. Et du coup, c'est entré dans les pratiques culturelles béninoises. Oui, oui, oui. Tu sais, depuis des années, qu'il y a les Yoruba aussi au Bénin. Oui. Parce que comme nous sommes nés ici, oui. On ne peut pas dire. Vos origines proviennent du Nigeria. On ne peut pas dire. C'est que si on dit Nigeria, on dit Bénin. Oui. Oui. Mais comme Roch le disait tout à l'heure, ça ressemble à un rythme fond. Oui, le bon. bon. Oui, tu sais, le bon. Et souvent, on danse. J'ai vu Marcel Betoro tout à l'heure dans le studio qui dansait le bon pratiquement sur le rythme. J'ai vu Ulvaïs Balogun aussi qui dansait le bon. Oui, tu sais, le bon et Gangan et Toki Drum, c'est la même chose. Oui. Il paraît que le bon a une seule face. Ok. Mais ça se fait, c'est la même chose, D'accord. Et puis c'est un rythme de Yoruba. Oui. Au bon, ça se joue à Egungun. Oui, c'est pratiquement la même famille. La même famille, voilà. Oui. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Est-ce que des familles vous appellent quand même ou appellent d'autres musiciens pour jouer ce jour à la maison? Ou est-ce qu'ils se contentent d'allumer ça? Pour appeler vous allez vous rendre le jour de la Tabaski. Est-ce qu'il y a des familles qui vous font appel pour venir jouer ça dans leur maison? Oui. Vous avez déjà des invitations en vue? Il y en a plein. Il y en a plein. Donc la fête aura sérieusement lieu. Ah oui. D'accord, ça c'est formidable. Mais le rythme, comment dit-on, le Fuji, est-ce que c'est à Porto-Novo qu'on voit ça beaucoup plus ou bien c'est au nord du Bénin? Dans quelle localité? Parce que les téléspectateurs qui nous suivent actuellement auront envie de voir si, lors de leurs occasions, ils peuvent en trouver. On dit à partir de Louémé, à Porto-Novo, à Sakété, à Diara, à Ifanyi, à Kétou, Kobé. Vous voulez parler du plateau? Du plateau, voilà. Oui. Plateau. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est un rythme assez dansant. Merci à vous, Monsieur Kamara Adji Kamaro, d'être passé dans cette émission, nous gratifier du Fuji. J'ai tellement envie de continuer à danser sur les airs du Fuji. Malheureusement, c'est une question de temps. Nous allons nous apprêter pour aller au service de l'information pour retrouver Ulvaïs Balogun qui dansait tout à l'heure sur les airs du Fuji. Il va nous présenter le journal. Il est 19h45. Le journal, c'est avec vous, Ulvaïs Balogun.
19h45 donc, bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire. Elle n'est pas produite dans les conditions optimales de sécurité, mais elle étanche la soif. L'eau conditionnée appelle à de meilleures conditions de production. C'est un genre journalistique qui se caractérise par la durée du travail sur un même sujet et par des recherches approfondies. C'est le journalisme d'investigation qui se pratique très peu au Bénin. Pourquoi? C'est à savoir. Enfin, cet art martial serait d'origine afro-brésilienne. Elle aurait ses racines dans les techniques de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. On l'appelle la capoeira. Je le disais dans les titres, vous en consommez tout le temps, l'eau conditionnée en sachet. Et pourtant, elle n'est pas toujours propre à la consommation. Les conditions de production laissent parfois à désirer. Et d'ailleurs, les études révèlent qu'une importante partie de ces eaux conditionnées contient des germes qui pourraient occasionner des maladies hydriques. Et pour éviter ces cas de maladies, les acteurs de ce sous-secteur sensibilisent. Les statistiques au plan national indique qu'environ 35 à 40% des eaux en sachet qui circulent dans nos villes ne sont pas de bonne qualité. La plupart des structures privées de traitement de l'eau conditionnée ne disposent pas d'accessoires ni d'appareils requis pour une production répondant aux normes sanitaires en la matière. Les eaux conditionnées en sachet seraient l'une des sources des maladies hydriques liées au manque d'hygiène qui caractérise le processus et l'état du matériel de production. Un laboratoire vraiment accrédité dans les normes qui se chargera de faire le contrôle de la qualité de l'eau mise à la disposition des populations. Il existe des tests de loi qui permettent à un producteur qui veut s'installer pour produire de l'eau, il a des tests auxquels il doit se conformer. On a remarqué que ces producteurs s'installent anarchiquement, d'autres font l'effort de se conformer, d'autres s'installent clandestinement et c'est le cas de la majorité. Les zones marécageuses, généralement insalubres, sont les endroits où ces usines artisanales de fabrication de l'eau conditionnée en sachet sont installées. Il est estimé qu'entre Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi, qu'on peut avoir jusqu'à 1000 producteurs. 1000 producteurs, mais la majorité produit dans des conditions ou dans des lieux où ils ne souhaitent jamais qu'on ait assez et l'eau apparaît seulement de quelque part, vous le voyez en circulation. Pour réglementer le secteur, le ministère de la Santé a pris certaines dispositions qui peinent à être mises en application. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le décret qui nous permet de leur donner une autorisation de faire le suivi n'est pas encore signé. C'est dans le circuit administratif. Dans la mise en œuvre de ces outils, nous avons remarqué qu'il y a des goulots d'étranglement, que nous avons décidé alors qu'il serait bon qu'on allège la tâche afin que celui qui veut prendre les dispositions pour de l'eau de bonne qualité puisse le faire et n'ait pas cette difficulté. Il apparaît alors que les conditions de production des eaux conditionnées en sachet sont décriées. Les acteurs du domaine y travaillent d'ailleurs en vue d'améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation. On parle à présent du journalisme d'investigation. C'est un genre journalistique qui exige du professionnel des médias une capacité à interroger plusieurs sources et spécialistes pour obtenir une information vraie et vérifiée sur un sujet d'enquête. Au Bénin, ce genre journalistique est très souvent délaissé. Quelles sont donc les contraintes qui émoussent l'engagement des professionnels des médias à s'investir dans le journalisme d'investigation? Patrick Adiagbodjou et Louis Koudogbo ont posé la question au directeur de publication du quotidien Fraternité. Quand vous êtes déjà journaliste, il y a plusieurs spécialisations et on peut choisir de ne faire que des investigations. Les pays où les journalistes font beaucoup de sujets d'investigation et donnent des résultats, je pense que ces pays sont même plus dangereux que le nôtre. Notre pays n'est pas si particulier. La particularité du Bénin,
c'est peut-être la difficulté d'accès aux sources ou bien la résistance des acteurs à livrer la vérité. Mais il me semble qu'il y a une difficulté beaucoup plus objective qu'on ne voit pas. Ce sont les liens incestueux que nous avons entre nous. Nous sommes toujours le cousin du frère de la belle-sœur de tel. Nous avons toujours telle amitié avec tel, bien la belle famille a telle amitié avec tel, bien les parents ont telle relation avec tel. Et quand vous fouillez, vous faites un pas. De pas, vous voyez, ça, vous vous rendez compte que telle personne est liée à moi d'une telle manière, je risque de griller ses intérêts. Vous faites demi-tour, vous allez de ce côté, c'est pareil. C'est cela qui paraît, à mon avis, le frein le plus important dans notre contexte. Vous voyez, vous êtes sur un sujet, vous allez voir quelqu'un, vous posez des questions, il sent que vous êtes proche de la vérité, que ça peut le déranger. Il s'arrange pour trouver des gens qui sont proches de vous, des gens influents, qui peuvent vous parler et vous faire renoncer à votre sujet. Donc, il me semble que beaucoup plus l'interventionnisme et ce que je qualifie de relations incestueuses sont davantage des freins à l'épanouissement du journalisme d'investigation chez nous, plutôt que la question des moyens. On n'est pas non plus tenu de prendre des sujets à haut risque. Non, on peut prendre de petits sujets qui recèlent beaucoup de vérités, mais qui ne sont pas révélés. Et progressivement, on monte. Je pense qu'en procédant ainsi, le journal d'investigation peut avoir de beaux jours. Mais quand on veut forcément aller vers des sujets hautement politiques, hautement sensibles, ce n'est pas évident qu'on parvienne à des résultats intéressants. On peut aller un peu loin et faire demi-tour. Mais quand c'est des sujets de société, des sujets économiques, des sujets dignes d'intérêt, mais qu'on camoufle, je pense qu'on peut exceller dans ce genre-là, dans notre pays, quelles que soient les difficultés. Sport, à présent, c'est un art martial afro-brésilien qui aurait ses racines dans les techniques de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. Vous ne le savez peut-être pas, c'est la capoeira, un moyen d'expression de mouvement des corps des esclaves pour camoufler leurs plans pour affronter les colons ou encore pour s'évader des plantations de canne à sucre. Lazare Migan et Louis Koudogbo nous font découvrir cette discipline. Ce groupe de jeunes capoeiristes est un exercice pour une discipline moins connue du public béninois. Il s'agit de la capoeira. C'est une discipline qui vraiment est liée vraiment à la culture brésilienne. Pas seulement uniquement brésilienne, mais afro-brésilienne. Parce que c'est les Africains qui ont été déportés au Brésil, qui ont su laisser cet héritage. Parce qu'arrivés au Brésil, on leur interdisait la pratique des arts martiaux pour se défendre, pour se rebeller contre les colons, les esclavagistes. Donc les Africains ont su camoufler leur système de défense à travers les danses qu'ils ont déportées de l'Afrique. C'est ce qui a donné vraiment la naissance à la capoeira. C'est l'art martial brésilien, voilà, où on fait plusieurs mouvements de lance des pierres et autres. Là, il y a beaucoup de mouvements et qui est différent de la danse africaine, quoi. Ici, tout commence par ce jeu à deux dénommé la roda. Cette discipline est un mélange de rythme musical et corporel suivi des acrobaties, des esquives et de la gymnastique. Les chansons de capoeira ne sont pas que des chansons, c'est la bravoure des Africains au Brésil au temps de l'esclavage. Comment ils ont pu se libérer de l'esclavage. C'est ça qui nous donne l'énergie vraiment de lutter. Et c'est ça qui leur a permis vraiment de trouver la liberté. Parce que l'esclavage, l'abolition de l'esclavage n'a pas apparu en l'air comme ça. Il y a eu vraiment des révoltes. Et malgré l'interdiction de la pratique des arts martiaux, c'est la capoeira qui a été présente pour vraiment honorer l'abolition de l'esclavage. La capoeira peut se pratiquer quel que soit l'âge. Ce jeune capoeiriste fait preuve de curiosité. La capoeira fait partie de mes passions. Il n'y a rien de pareil dans la jeu de roda que d'autres arts acrobatiques simples. La capoeira est un art martial qui puise ses racines dans les méthodes de combat et de danse des peuples africains. En nouvelle brève à présent, le Cameroun a enregistré une augmentation de branchements électriques de l'ordre de 4,28% lors des 6 premiers mois de l'année 2019. Selon un rapport de l'opérateur Eneo, le nombre de clients actifs a cru de 7,12% au premier trimestre 2019, avec à la clé une légère baisse du nombre de clients dont les branchements sont en attente. Il s'agit du résultat des travaux de remplacement des
poteaux critiques par ceux en béton et métallique, ainsi que le renforcement des câbles sur les principaux tronçons des lignes électriques à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Au Sénégal, l'Agence de régulation des marchés publics et ses partenaires viennent de boucler le processus de recentrage des organes. Ainsi, les attributions de nombreuses structures vont être portées par l'agence. Une rationalisation qui concerne des organes tels que le Conseil des infrastructures et les unités de délégation de services publics et de partenariat public-privé. Aram Dao de la RTS. Des organes de la commande publique éclatés. Les investisseurs s'y sont longtemps perdus. L'État, qui a regretté les dédoublements de fonctions et la déperdition que cela a engendré, a instruit cette rationalisation. Le président de la République, il y a de cela 2 ans, a souhaité qu'une rationalisation des institutions de la commande publique soit organisée. Et donc, un groupe de travail a été mis en place pour réfléchir sur comment il faudra recentrer tout cela. Et dans ce cadre-là, les attributions qui étaient dévolues au Conseil des infrastructures vont aujourd'hui être portées par l'ARMP, qui va devenir l'autorité de régulation de la commande publique. Ensuite, la Direction centrale des marchés publics va avoir ses prérogatives renforcées. Donc, dans le contrôle a priori, tout ce qui porte sur les délégations de services publics, les partenariats publics-privés surtout, vont aujourd'hui de plus en plus être gérés par la Direction centrale des marchés. Et donc qui va devenir une direction générale. La commande publique, 2500 milliards de francs CFA par an au Sénégal, la RMP s'est réjouie de la transparence et de la rigueur de plus en plus notée dans l'activité. Des performances à renforcer avec la rationalisation des organes. Et la rationalisation, c'est beaucoup plus pour permettre une meilleure vivacité dans le secteur de la commande publique, que le secteur privé, local, national puisse bien se retrouver, puisse bien trouver sa place. Également, dans la réflexion, on va avoir un code unique. Aujourd'hui, vous allez avoir un interlocuteur unique. En tant qu'investisseur, vous savez exactement quand vous arrivez, vers où vous allez aller, avec qui vous allez parler. L'administration, le secteur privé, la société civile, les partenaires techniques et financiers, tous ceux qui ont travaillé à cette réforme, dont la mouture finale est déposée au secrétariat général du gouvernement. Le gouvernement accorde un intérêt particulier à cette réforme qui participe au renforcement des résultats déjà acquis dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance des deniers publics. Le gouvernement attend donc la conclusion de vos travaux pour que des dispositions appropriées soient prises afin que la réforme entre en vigueur dans un délai raisonnable. L'heure est au partage et à la vulgarisation des nouvelles dispositions, une rationalisation qui devient réelle dans la commande publique. Fin de ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Le grand rendez-vous se poursuit. Gardez votre position. Absolument, merci à vous Ulvaïus Balogun. Le grand rendez-vous se poursuit et comme nous l'avons commencé depuis, nous sommes aux couleurs de la fête de la Tabaski. Nous allons installer notre expert pour parler toujours de la Tabaski, mais de son volet nutrition, de son volet santé. Il est là notre expert de ce soir, il s'appelle José Aï, il est nutritionniste diététiste. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Roch. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On parle Tabaski et vous savez très bien qu'à la fête de la Tabaski, ça mange beaucoup et surtout de la viande de mouton. Oui, exactement. Oui, vous allez nous dire comment manger à cette fête, et surtout la viande de mouton, pour ne pas se retrouver à l'hôpital après, et même comment préparer la viande de mouton, tout et tout. Alors déjà, quel constat faites-vous de la façon dont on prépare aujourd'hui la viande de mouton à l'occasion de la fête de la Tabaski? Merci Monsieur Roch pour l'invitation et je voudrais avant de répondre à votre préoccupation
par anticipation, souhaiter une très bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans du Bénin, du monde, et pourquoi pas tous les Béninois. Parce que chez nous, nous sommes dans un pays laïque, les musulmans fêtent, toutes les autres confessions sont en union avec eux. Absolument. Et à cette fête-là, surtout, c'est une fête de partage. Nous avons reçu un invité qui vous a précédé et qui l'a mentionné. C'est une fête de partage. Quand on tue le mouton, il faut partager aux autres, même ceux qui ne sont pas des fidèles musulmans. Tout à fait. Voilà. Et donc, au-delà du partage de la viande du mouton aux amis, il y a une part quand même qui reste à la maison, qu'on prépare, qu'on mange. Et donc, il est nécessaire qu'on puisse vraiment s'assurer de comment cette viande est préparée pour éviter pour éviter les maladies. Alors, pour répondre à votre première préoccupation, comment préparer, je pense qu'il faut d'abord partir du choix de l'animal. C'est très important. Et les services compétents, les services vétérinaires sont habilités à veiller à ce que tout ce qui rentre sur le territoire national en termes de bétail soit inspecté. Et donc, même les populations ou les clients en allant acheter ces bêtes doivent veiller à choisir des animaux qui sont en bon état physique, qui ne sont pas malades. Vous savez que la qualité a un prix. Donc, ne pas... Mais comment peut-on savoir physiquement que l'animal est malade si on le voit sur ses quatre pattes, qu'il tient bon, c'est pas comme un être humain? Bien sûr, mais à vue d'œil, comme on le dit, on peut constater. Il y en a qui sont maigres, il y en a qui font des selles liquides, disons de la diarrhée. Je ne suis pas spécialiste dans la matière, mais déjà il faut veiller à ces petits détails-là. Donc, ça veut dire, si je vous comprends très bien, ça veut dire que si vous allez acheter un animal qui n'est pas en bonne santé, même quand vous venez porter sa chair à ébullition à plus de 90 degrés, en tout cas, c'est pas évident que vous ayez tué tous les microbes. Voilà, le risque zéro n'existe jamais en matière de santé, donc c'est un point quand même très capital. Maintenant, au-delà, lors de la cuisson, on peut arriver à éliminer banalement certains micro-organismes qui pourraient être source de maladies. Et donc, pour abonder dans le sens de la cuisson, on voit généralement qu'au cours de la Tabaski, la viande du mouton est souvent grillée, d'accord? Elle est souvent cuite, frite, préparée en sauce ou elle est prise avec du piment, en tout cas de l'oignon, comme vous le savez si bien. Justement, un peu comme chez les Manama, les Tchatchanga. Et donc, on dit, prends-moi ça là. On fait les bons choix. On fait les bons choix. On goûte d'abord avec le piment en poudre. Voilà. Et donc, là-dessus, je pense qu'il y a des éléments essentiel qu'il faut quand même relever. Et l'un des premiers éléments, c'est l'hygiène. L'hygiène, j'ai brossé un peu l'état de l'animal, mais au niveau des individus même, nous devons être très attentifs à la propreté des mains. Tout à fait. À la propreté des mains, il faut se laver avant de manger, bien entendu, ça on n'apprend rien à quelqu'un, mais il faut quand même attirer l'attention des populations là-dessus. Se laver les mains à l'eau et au savon avant de toucher ou à la viande avant de manger. Maintenant, par rapport à la cuisson, de la viande, il faut, comme je l'ai dit, généralement la viande est grillée, frite. Il faut veiller à ce que la viande soit bien cuite, d'accord, qu'elle passe le temps requis au Quel feu. temps généralement? Ça dépend. Ça dépend. Je ne saurais le dire. Ça dépend du degré auquel la viande est portée. Et lorsqu'elle est grillée, il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas carbonisée. Vous savez, parfois, on voit des viandes grillées et carbonisées, mais on ne fait pas attention. Tout ce qui est carbonisé n'est pas bien pour la santé. D'accord? À force de le consommer fréquemment, on est exposé à des maladies, notamment à long terme, à des maladies, notamment certains cancers. Et là, vous êtes en train de parler d'abord de la viande grillée. Voilà, je parle de la viande grillée. Parce qu'on va parler aussi des autres formes de cuisson. Bien sûr. Je parle de la viande grillée, donc éviter de consommer les parties carbonisées. Et donc, pour éviter qu'il y ait des parties carbonisées, il faut veiller lors du grillade à ne pas trop exposer la viande
au feu trop vif. En tout cas, les spécialistes savent comment y procéder, mais dans le choix des parties, il faut éviter donc de prendre les parties carbonisées, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il y a des parties qu'il ne faut pas porter à cette cuisson-là? À la grillade, oui. Bon, généralement, toutes les parties sont pas ça à la grillade, hein, mais vous allez remarquer que tout ce qui est à bas, je veux parler un peu ce que nous voyons à l'antenne. Voilà, là, c'est la viande, c'est la chair même. Et voilà, ça donne déjà de l'eau à la bouche. Et donc, je parlais un peu des abats, l'intestin. Vous savez, l'intestin, surtout l'intestin grêle, contient des microbes. D'accord? Et donc, il faut veiller à bien laver cette partie avant de la porter à la cuisson. Mais je me pose toujours une question. Est-ce qu'on arrive à réellement débarrasser l'intestin grêle de tout, les déchets qui s'y trouvent? De tous les déchets qui s'y trouvent, c'est... Nous avons la même inquiétude que vous, mais on peut y arriver si on prend le temps de laver sérieusement, abondamment à l'eau. Et après, la cuisson va faire le reste à travers l'élimination des micro-organismes. Mais on voit aussi que dans la pratique, c'est la précipitation, si on peut parler ainsi, c'est-à-dire on tue le bœuf, le mouton, les gens tuent également les bœufs, on tue les bêtes, également, mais vous savez, des chameaux, déjà il y a les invités qui doivent venir à une heure donnée, donc le temps est tellement court, donc on ne prend pas suffisamment le temps qu'il faut pour faire la cuisson. Et donc lorsque la viande n'est pas bien cuite, là encore, il y a risque de maladies. On peut choper des micro-organismes. Alors, est-ce qu'il y a une façon de faire cuire ces viandes pour vraiment les débarrasser de ces microbes dont vous parliez à l'instant? Oui, j'ai dit la façon, on est en train de l'aborder. À part la grillade, il y a la cuisson à l'eau. À l'eau, après l'assaisonnement, comme on nous dit, la marinade, on met les épices, et puis après on porte à la cuisson à l'eau. Et donc il y a un temps, c'est-à-dire laisser bouillir à forte température et veiller à ce que, avec une fourchette, on peut constater si la viande est tendre, si c'est bien cuit, et prendre la peau, parce que là, généralement, c'est la peau qui met plus de temps à cuire. Or, nous sommes malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, on est habitué à consommer et la peau des bêtes, des moutons et autres. Et on ignore que généralement, cette peau contient des gras, des graisses qui ne sont pas forcément bons pour l'organisme, pour la santé. Donc, dans la consommation, il faut veiller. On est déjà habitué, mais il faut faire attention à privilégier plus la chair que la peau, de bêtes immolées durant cette fête. Et s'il faut passer maintenant à l'étape où on fait frire la viande, on constate qu'il y a certaines personnes qui ne font pas cuire à l'eau d'abord la viande et les mettent directement à l'huile parce qu'ils estiment que lorsque vous les préparez, il y a déjà une bonne partie des vitamines contenues dans la viande qui s'y déposent. Vous l'amenez encore dans l'huile chaude. Finalement, la viande est dépourvue de toute sa richesse. Complètement dépourvue de sa richesse. Bon, avant de... ça, c'est des Comment faire pour conserver les nutriments Comment faire pour conserver les nutriments? D'abord, je pense qu'on ne peut pas, c'est vrai que dans les techniques de cuisson, on peut prendre la viande crue et la passer à la poêle, la frire. Mais dans ces conditions, une fois encore, je dis, je ne suis pas très spécialiste dans ce domaine, mais il faut les couper en lamelles, en fines lamelles. C'est
c'est un peu les steaks qu'on voit dans les supermarchés, les couper en fil lamelles pour permettre donc que lorsqu'elle est passée, la viande passe à la poêle, qu'elle puisse vraiment cuire assez facilement. Donc ne pas les découper, ne pas découper la viande en des morceaux trop gros qui feront que la température ne va pas bien agir et la rendre tendre. Donc, quand on passe également la viande à la cuisson, les gens ont l'impression que la vitamine, c'est vrai qu'il y a certains nutriments qui vont rester dans l'eau qui a servi à bouillir, mais généralement cette eau est utilisée pour préparer la pâte rouge, le piron, le piment ou le bomiwa. Voilà, vous êtes spécialiste. Et non, j'adore bien ça. L'eau qui a servi à cuire également la viande, c'est même à faire la sauce. Bien sûr, bien sûr. Lorsqu'on fait les fritures, on ajoute après l'eau. D'accord. On nous signale de l'autre côté que le temps imparti à cette discussion est terminé. Nous ne voudrions pas voir nos frères musulmans après la tabaski à l'hôpital. Rapidement, quelques petits conseils. Oui, les petits conseils très rapides, c'est l'hygiène, on en a parlé, l'hygiène des mains, il faut se laver les mains, d'accord, la bonne cuisson des viandes, d'accord, laisser les viandes cuire le temps qu'il faut, d'accord. Et lorsqu'on procède à la marinade, à l'assaisonnement, veillez à ne pas ajouter trop de sel, parce que trop de sel n'est pas bon pour la santé. Et puis, pour ceux qui se connaissent malades, qui ont certaines maladies, la goutte et autres, ils doivent faire attention à l'abus de consommation de la viande. C'est très important. On ne va pas finir sans parler de l'eau, de ce qu'il faut prendre, c'est la fête. C'est vrai, il y a l'eau naturelle, mais il y a les boissons également. Donc il faut prendre avec modération. Merci beaucoup, José Ayi. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, diététiste. Vous êtes passé dans cette émission pour nous parler de comment se comporter face à la nourriture, face à la viande, à la fête de la Tabaski. Ainsi prend fin cette émission, le grand rendez-vous de ce soir. Mais avant de prendre définitivement congé de vous, je vous invite à suivre ceci. Bienvenue dans votre émission Jeunesse oblige, la tribune d'expression libre des jeunes et adolescents de nos lycées et collèges. Pourquoi tu penses qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs? Avant de marier une personne, il faut d'abord la connaître. Et ce n'est pas à la veille de votre mariage que vous allez connaître la personne. Mon petit ami, j'aimerais le choisir par son teint, parce que j'aime les hommes de teint clair. Lorsque le sexe et les études sont en conflit, le sexe gagne toujours. Lorsqu'il y a un élève qui utilise le téléphone portable en plein cours, il n'est pas concentré sur le cours, mais il est concentré plutôt sur le téléphone portable. Face au téléphone portable, je demande aux parents d'être exigeants, parce que le téléphone est chronophage. Voilà, ainsi se présente le Bénin, présenté par BB24. Et vous avez suivi également cette bande-annonce de cette émission Jeunesse oblige qui démarre ce soir sur les antennes de BB24 à partir de 20h30. Ne ratez surtout pas cette occasion. C'est la fin de cette émission. Le grand rendez-vous de ce soir, retenez que nous avons eu à parler des
les effets de l'abattage et du traitement des moutons sur l'environnement. Nous avons parlé également de la santé au-delà de la fête de la Tabaski avec les gestes qu'il faut observer pour ne pas se retrouver à l'hôpital après avoir consommé de la viande de mouton. Nous avons parlé aussi des vêtements qu'il faut porter, le bazin, les nouvelles tendances de mode. Eh bien, nous avons reçu un créateur de mode qui nous en a parlé. Nous avons aussi surtout dansé dans cette émission sur les airs du Fuji. Nous sommes allés à sa découverte et c'était tellement dansant sur ce plateau. Nous avons beaucoup aimé. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu du plaisir à vous avoir présenté. Au revoir et une fois encore, bonne fête à tous les fidèles musulmans. À très bientôt. Bye bye.